L'histoire de l'Argentine ne commence ni avec un pays, ni avec un drapeau. Elle commence avec les peuples, avec ceux qui habitaient cette terre bien avant qu'elle ne porte un nom, et avec des générations qui, à maintes reprises, ont dû se battre, tomber et se relever. Vous connaissez peut-être, vous aussi, ce sentiment. Avancer, perdre presque tout et pourtant continuer. L'histoire argentine est faite de conquêtes et de blessures, de promesses brisées et de rêves tenaces, de moments de gloire et de douleurs encore vives. Mais ce récit n'est pas seulement raconté pour se souvenir du passé, mais pour le comprendre. Car lorsque nous comprenons l'origine des divisions, des crises et des résistances, nous découvrons aussi quelque chose d'encore plus puissant, la capacité d'un peuple à se réinventer. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire complète de l'Argentine, de ses origines à nos jours, pour découvrir comment son identité s'est formée et pourquoi, même après tout ce temps, elle continue d'aspirer à un avenir meilleur. Avant d'entamer ce voyage à travers l'histoire de l'Argentine, je vous adresse une invitation importante. Si vous aimez comprendre le passé pour mieux comprendre le présent, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et rejoignez cette communauté qui aime l'histoire racontée de manière claire et humaine. Et écrivez-moi quelque chose de très simple mais percutant dans les commentaires. L'Argentine, une histoire de résilience. Grâce à ce commentaire et à votre abonnement, vous aiderez cette vidéo à toucher beaucoup plus de personnes qui souhaitent également apprendre, réfléchir et se connecter à notre histoire. 1. Les peuples autochtones avant la conquête. Bien avant l'existence d'un pays appelé Argentine, ce territoire était déjà vivant. Ce n'était pas une terre vide ou sauvage, elle était habitée par des peuples autochtones qui connaissaient chaque rivière, chaque montagne et chaque plaine. Ils vivaient en harmonie avec la nature et avaient développé des cultures distinctes, adaptées à des régions très différentes. Au nord, des peuples comme les Diaguitas cultivaient la terre en terrasse, maîtrisaient l'art de la poterie et possédaient une organisation sociale complexe. Ils savaient cultiver le maïs, les pommes de terre et le coton et bâtissaient des villages stables dans les vallées andines. Là, la vie était rythmée par les saisons et le travail collectif. Le long de la côte, le peuple guarani se déplaçait entre les rivières et la jungle. Excellents navigateurs, agriculteurs et chasseurs, leur langue, leur spiritualité et leur vision du monde ont laissé une empreinte si profonde qu'aujourd'hui encore, de nombreux mots du langage courant proviennent de leur langue. Dans la Pampa, des groupes nomades comme les Pampas, puis les Mapuches, ont appris à survivre dans de vastes espaces ouverts. Ils se déplaçaient en suivant leur proie et connaissaient le territoire comme nul autre. En Patagonie, d'autres peuples ont résisté à des climats extrêmes grâce à un savoir transmis de génération en génération. Il n'y avait pas un seul peuple ni une seule culture, mais plusieurs Argentines avant l'existence de l'Argentine actuelle. Chaque groupe avait ses propres règles, croyances et modes de vie. Ils ne reconnaissaient pas les frontières telles que nous les connaissons aujourd'hui, mais ils respectaient profondément leur territoire. Cette diversité serait essentielle pour comprendre la suite des événements, car à leur arrivée, les Européens ne trouveraient pas un désert, mais des sociétés dynamiques, dotées d'identités fortes, et une histoire qui s'était déjà écrite depuis des siècles. 2. L'arrivée des Espagnols et la conquête du territoire, 16e siècle. Au début du XVIe siècle, le monde façonné par les peuples autochtones commença à se transformer irréversiblement. Venus d'outre-mer, des navires espagnols accostèrent sur les côtes de ce qui est aujourd'hui l'Argentine avec un objectif clair: conquérir, dominer et s'emparer des richesses au nom de la couronne. En 1516, l'explorateur Juan Díaz de Solís remonta le Rio de la Plata, marquant le premier contact européen significatif avec la région. Quelques années plus tard, en 1536, Pedro de Mendoza fonda la ville de Buenos Aires. Mais cette fondation fut fragile. La famine, les maladies et la résistance des populations indigènes rendirent impossible le maintien de la colonie. La ville fut abandonnée et détruite quelques années plus tard. La conquête ne fut ni rapide ni facile.
Contrairement à d'autres régions des Amériques, il n'y avait ni grands empires centralisés, ni vastes réserves d'or ou d'argent. De ce fait, l'intérêt espagnol fut d'abord moins vif, mais non inexistant. L'occupation progressa lentement depuis le nord-ouest en direction du Haut-Pérou, où se trouvaient effectivement de riches mines. Les Espagnols imposèrent leur domination par le biais du système de l'encomienda, contraignant les populations autochtones à travailler et à adopter une nouvelle religion, une nouvelle langue et de nouvelles règles. Pour nombre d'entre elles, cela se traduisit par la perte de leurs terres, la violence et la destruction de leur mode de vie. Des résistances, des soulèvements et des luttes eurent lieu, mais la supériorité de l'armement et les maladies importées d'Europe se révélèrent dévastatrices. En 1580, Buenos Aires fut refondée, cette fois définitivement. Peu à peu, le port acquit une importance stratégique, toujours sous le strict contrôle de l'Espagne, qui limitait le commerce et concentrait le pouvoir loin du Rio de la Plata. Ainsi commença une nouvelle ère. Le territoire n'était plus organisé selon ses traditions originelles, mais sous l'autorité de l'Empire espagnol. La société se mêla. Indigènes, espagnols, métis et africains réduits en esclavage formèrent une réalité complexe, marquée par de profondes inégalités. La conquête n'a pas seulement transformé le territoire, elle a changé à jamais l'identité de ses habitants. Et bien que l'Espagne sembla exercer un contrôle absolu, des tensions, des injustices et des questions allaient surgir avec le temps, ouvrant la voie à une ère nouvelle. 3. La période coloniale et la vice-royauté du Rio de la Plata. La conquête consolidée, le territoire entra dans une longue période de silence, la période coloniale. Pendant plus de 2 siècles, la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Argentine resta sous domination espagnole, gouvernée à distance et considérée avant tout comme une partie secondaire de l'Empire. Longtemps, ces territoires relevaient de la vice-royauté du Pérou, dont la capitale était Lima. De ce fait, les décisions politiques et économiques étaient prises à des milliers de kilomètres de là. Buenos Aires, malgré son port naturel, fut relégué à un rôle mineur. L'Espagne, craignant la contrebande, imposa des restrictions commerciales sévères. Il en résulta une ville pauvre mais infatigable, habituée à trouver des moyens détournés de survivre. La société coloniale était strictement hiérarchisée. Au sommet se trouvaient les fonctionnaires espagnols venus d'Europe. En dessous, les créoles, enfants d'Espagnols nés en Amérique, qui possédaient richesse et éducation, mais peu de pouvoir politique. Plus bas encore dans l'échelle sociale, les métis, les indigènes et les Africains réduits en esclavage effectuaient les travaux quotidiens, souvent sans droit ni protection. Au fil du temps, Buenos Aires commença à se développer. Le port devint un point névralgique, légal ou illégal, pour l'échange de marchandises. La ville commença à se percevoir différemment, et les créoles se demandèrent pourquoi, malgré leurs efforts pour travailler la terre, défendre le territoire et payer des impôts, ils ne pouvaient décider de leur propre destin. En 1776, l'Espagne créa la vice-royauté du Rio de la Plata, avec Buenos Aires pour capitale. Cette mesure visait à renforcer le contrôle impérial et à contenir les autres puissances européennes. Paradoxalement, cette décision donna plus de pouvoir à la ville et accéléra le processus même que l'Espagne cherchait, à empêcher l'émergence d'une identité propre. Des institutions furent créées, le commerce se développa et de nouvelles idées circulèrent. Liberté, souveraineté, droit. Les nouvelles d'autres révolutions, en Amérique du Nord et en France, traversèrent l'océan et trouvèrent un écho dans une société qui se sentait déjà distincte de la métropole. Ainsi, sous une apparente quiétude coloniale, quelque chose de profond se tramait. La domination espagnole demeurait, mais l'obéissance n'était plus aveugle. Le décor était planté pour un bouleversement historique. 4. Les invasions anglaises et le réveil du sentiment créole. Au début du XIXe siècle, le calme colonial fut brutalement rompu. Entre 1806 et 1807, les troupes de l'Empire britannique tentèrent d'occuper Buenos Aires,
persuadés que l'Espagne, affaiblie par les guerres en Europe, serait incapable de défendre ses territoires. Ces tentatives, entrées dans l'histoire sous le nom d'invasion britannique, marquèrent un tournant. La première invasion prit la ville par surprise, le vice-roi espagnol prit la fuite et l'Espagne ne dépêcha pas de renfort dans l'immédiat. Dans ce vide du pouvoir, un événement décisif se produisit. Les habitants s'organisèrent. Créoles, métis et citoyens ordinaires formèrent des milices improvisées et sous la direction de Santiago de Ligné, parvinrent à reconquérir la ville. Loin de se rendre, les Britanniques revinrent en 1807 avec des forces plus importantes. Cette fois, Buenos Aires était préparé. Les milices urbaines connaissaient les rues, les toits et les points d'accès. La défense fut populaire et massive. Ce ne fut pas l'armée espagnole qui résista, mais la population elle-même. Le résultat fut une défaite retentissante pour les envahisseurs. Au-delà de la victoire militaire, l'impact fut politique et émotionnel. Les créoles prirent conscience d'une chose fondamentale. Ils pouvaient défendre leurs terres sans dépendre de la métropole. L'autorité du vice-roi fut discréditée et le prestige des milices créoles s'accrut. Pour la première fois, nombreux furent ceux qui commencèrent à se demander s'il était judicieux de continuer à obéir à une puissance lointaine qui ne les protégeait pas. Les invasions britanniques ont également renforcé le sentiment d'appartenance collective. Des régiments locaux se sont formés, des chefs ont émergé et une idée dangereuse pour l'ordre colonial s'est répandue. Le pouvoir pouvait émerger de la base. La loyauté envers l'Espagne n'était plus automatique, elle était désormais forgée par l'expérience. Lorsque la nouvelle de la crise dans la péninsule ibérique, l'invasion napoléonienne et la chute du roi, parvint au Rio de la Plata, la société était déjà préparée. Les invasions avaient accompli ce que des siècles de domination n'avaient pas réussi à faire, éveiller les consciences politiques. Avant de poursuivre cette histoire, prenez juste une seconde. Regardez ci-dessous et vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment idéal pour le faire. Et si cette histoire vous est utile, partagez-la avec quelqu'un qui, comme vous, aime comprendre le passé pour comprendre le présent. Par ce simple geste, vous contribuerez à ce que cette histoire touche beaucoup plus de personnes et ne reste pas perdue dans le silence. À 5. La révolution de mai 1810, la rupture avec le pouvoir colonial. En mai 1810, ce qui n'était depuis des années qu'un murmure étouffé se mua en une décision ferme. Les nouvelles en provenance d'Europe étaient sans équivoque. L'Espagne était en crise. Le roi avait été déposé par Napoléon et l'autorité coloniale étaient remises en question. À Buenos Aires, la question n'était plus de savoir si quelque chose devait changer, mais qui avait le droit de gouverner. La semaine commença dans un climat tendu. Voisins, miliciens et chefs créoles se rencontrèrent, débattirent et exercèrent des pressions. La réunion publique du 22 mai fut le théâtre d'un débat sur l'avenir du pouvoir. Fallait-il continuer d'obéir à un vice-roi nommé par une monarchie déchue ou prendre le pouvoir au nom du peuple? La réponse fut historique. Le 25 mai 1810, le vice-roi fut déposé et la première junte, composée majoritairement de créoles, fut formée. L'indépendance n'était pas encore officiellement proclamée, mais la rupture avec le pouvoir espagnol était déjà irrémédiable. Pour la première fois, un gouvernement était établi dans le Rio de la Plata sans l'autorisation de la couronne. La révolution ne fut pas un soulèvement spontané, mais l'aboutissement d'années d'expérience accumulée. Les invasions britanniques, l'essor du commerce local, l'exclusion politique des créoles et la diffusion des idées des Lumières. Elle ne fit pas l'unanimité. Elle suscita un soutien enthousiaste, de profonds doutes et une résistance ouverte, tant à Buenos Aires qu'à l'extérieur. Dès le premier jour, la junte dut relever d'immenses défis. Il lui fallait se légitimer, étendre son autorité au sein de la population et résister à la réaction royaliste. La révolution n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer.
Chaque décision ouvrait un nouveau front, et l'unité demeurait fragile. Malgré tout, Mayo a laissé une empreinte indélébile. La conviction que le destin pouvait se jouer sur ces terres. Le pouvoir n'était plus une chose lointaine, il était à la portée de ceux qui osaient l'exercer. 6. L'indépendance de 1816 et les guerres pour la liberté. Après la Révolution de mai, il devint évident que rompre avec le pouvoir colonial ne serait ni rapide ni facile. Entre 1810 et 1816, la région du Rio de la Plata connut des années de guerre, d'incertitude et de sacrifices. Les anciennes autorités espagnoles refusèrent de céder le contrôle, et les forces révolutionnaires durent défendre par les armes ce qu'elles avaient conquis par la pensée. Les provinces étaient divisées, l'argent rare et l'ennemi toujours présent sur plusieurs fronts. Dans ce contexte, un besoin urgent se faisait sentir: proclamer l'indépendance, clairement et définitivement, ne laissant place à aucun doute, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du pays. Le 9 juillet 1816, réunis à San Miguel de Tucumán, les représentants du Congrès de Tucumán proclamèrent l'indépendance des Provinces-Unies du Rio de la Plata. Cet acte était bien plus qu'une simple déclaration. C'était un pari sur l'avenir, pris au péril de sa vie. Mais déclarer l'indépendance ne signifiait pas automatiquement l'obtenir. Il fallait la défendre sur le champ de bataille. C'est là qu'apparaît l'une des figures centrales de cette histoire, José de San Martín. Convaincu que la liberté du Rio de la Plata dépendait de la défaite de la puissance espagnole dans toute la région, il organisa l'armée des Andes. En 1817, San Martín mena l'un des exploits militaires les plus extraordinaires de l'histoire, la traversée de la cordillère des Andes. Dans des conditions extrêmes, soldats et bêtes traversèrent des montagnes glacées pour surprendre l'ennemi au Chili. La stratégie s'avéra payante. Les victoires de Chacabuco et de Maipú assurèrent l'indépendance du Chili et ouvrirent la voie vers le Pérou, principal bastion royaliste. Pendant ce temps, en Argentine, la guerre se poursuivait. Des désaccords subsistaient quant à l'organisation du nouveau pays et des tensions internes commençaient à apparaître avant même la fin du conflit extérieur. L'indépendance fut donc une conquête collective et coûteuse. Elle ne naquit pas d'une seule journée de célébration, mais d'années d'efforts, de sacrifices et de convictions. Le lien avec l'Espagne était définitivement rompu, mais un nouveau défi se présentait, peut-être tout aussi complexe: bâtir un pays uni. C'était conflit interne, unitaire et fédéral, la lutte pour le modèle du pays. L'indépendance proclamée n'a pas apporté la paix à l'Argentine. Au contraire, elle a entamé l'une des périodes les plus longues et les plus douloureuses de son histoire, les guerres civiles. La question centrale n'était plus de savoir comment se libérer de l'Espagne, mais comment organiser le nouveau pays et qui devait exercer le pouvoir. Deux grandes positions opposées émergèrent rapidement. D'un côté, les unitariens, partisans d'un gouvernement centralisé à Buenos Aires, étaient convaincus que seule une autorité forte pouvait garantir l'ordre, le progrès et des relations commerciales harmonieuses avec le monde. De l'autre côté, les fédéralistes revendiquaient l'autonomie des provinces, le respect de leurs économies locales et une répartition plus équitable du pouvoir. Buenos Aires contrôlait le port et les douanes, principale source de revenus. Cette situation engendra un profond ressentiment à l'intérieur du pays, où la population avait le sentiment de lutter et de contribuer à l'effort collectif sans avoir voix au chapitre. Les provinces commencèrent à s'organiser autour de caudillos, chefs locaux bénéficiant d'un fort soutien populaire qui défendaient les intérêts de leur population face au centralisme de Buenos Aires. Les années 1820 et 1830 furent marquées par des conflits armés, des alliances changeantes et des gouvernements instables. Il ne s'agissait pas d'une lutte idéologique abstraite, mais d'un combat concret pour les ressources, le pouvoir et la reconnaissance. Des familles furent déchirées, des communautés s'affrontèrent et le pays sembla à la fois progresser et régresser.
Dans ce contexte, l'idée d'une nation unie s'est fragilisée. Chaque victoire militaire laissait des plaies ouvertes et chaque défaite alimentait de nouveaux actes de vengeance. La violence s'est normalisée comme moyen de régler les différends. Et le développement institutionnel est passé au second plan. Cependant, ces conflits ont aussi forgé une identité. Au milieu du chaos, des idées fondamentales ont été débattues. Le fédéralisme, la représentation, la souveraineté provinciale. Rien n'a été décidé, mais tout était ouvert à la discussion. De ce scénario émergerait une figure capable d'imposer l'ordre, même à un prix élevé. Quelqu'un qui promettrait la stabilité à un pays las des combats. 8. Le gouvernement de Juan Manuel de Rosas. Ordre, pouvoir et profonde division. Dans un contexte de lassitude engendré par des décennies de guerres intestines, une figure promettant ordre et stabilité émergea. Juan Manuel de Rosas. Puissant propriétaire terrien, dirigeant fédéral et homme politique habile, Rosas prit au pouvoir à Buenos Aires en 1829 et, au fil du temps, accumula un pouvoir sans précédent. Rosas se présentait comme le défenseur du fédéralisme, mais dans les faits, il gouvernait avec une autorité centralisée. Il contrôlait la douane de Buenos Aires, principale source de revenus, et, de ce fait, la politique nationale. En 1835, il fut réélu avec des pouvoirs extraordinaires, lui permettant de gouverner quasiment sans limite. Nombreux furent ceux qui acceptèrent ce pouvoir en échange de la paix, d'autres le redoutèrent. Son régime imposait une loyauté absolue. Le port des symboles fédéraux devint obligatoire, et toute dissidence fut persécutée. La Mazorca, sa force paramilitaire, sema la terreur parmi les opposants unitariens et les détracteurs du gouvernement. Pour certains, Rosas garantissait l'ordre. Pour d'autres, il instaura un autoritarisme qui étouffait les libertés. En matière de politique étrangère, Rosas défendit la souveraineté argentine face aux puissances européennes. L'épisode le plus emblématique fut la bataille de Vuelta de Obligado en 1845, où les forces argentines résistèrent à l'intervention franco-britannique sur le fleuve Paraná. Bien que militairement défavorable, cette confrontation devint un symbole national de résistance. Au fil des ans, le pouvoir de Rosas lui engendra des ennemis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les gouverneurs provinciaux commencèrent à contester son autorité. L'isolement international et l'érosion politique s'accentuèrent. Finalement, en 1852, une alliance menée par Justo José de Urquiza vainquit Rosas à la bataille de Caseros, mettant ainsi fin à son long règne. La chute de Rosas a ouvert un nouveau chapitre. Le pays avait payé un lourd tribut à l'ordre imposé, mais il disposait désormais d'une opportunité historique, celle de s'organiser institutionnellement et de renoncer à la logique de la force. Avant de continuer, permettez-moi de vous poser une question rapide. Si cette histoire vous captive, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et laissez un j'aime sur la vidéo. Cela peut paraître un petit geste, mais il est important. En agissant ainsi, vous contribuez à ce que cette histoire touche un public beaucoup plus large, désireux lui aussi de comprendre le passé et d'en tirer des leçons. Votre soutien permet à ce contenu de rester en ligne. 9. Organisation nationale et constitution de 1853, la naissance de l'État argentin. Avec la chute de Juan Manuel de Rosas en 1852, l'Argentine se trouva confrontée à une opportunité longtemps différée. Abandonner la logique des caudillos et bâtir un État doté de règles claires. Le pays était las, de la violence et du pouvoir personnel. Il était temps de s'organiser. L'impulsion décisive vint de Justo José de Urquiza, gouverneur d'Entre Rios et vainqueur de Caseros. Urquiza avait compris que sans constitution, il ne pouvait y avoir de stabilité durable. Il convoqua les provinces afin de débattre d'un cadre commun définissant les droits, les pouvoirs et les limites. En 1853, réunis à Santa Fe, les représentants ratifièrent la Constitution nationale, inspirée des modèles républicains et fédéral.
Ce texte établissait la séparation des pouvoirs, garantissait les droits individuels, affirmait le fédéralisme et jetait les bases d'un gouvernement représentatif. Pour la première fois, l'Argentine se dota d'un contrat politique commun. Le chemin fut cependant semé d'embûches. Buenos Aires rejeta d'abord la Constitution et resta séparé de la Confédération. Le différend concernant le contrôle du port et des douanes demeura irrésolu. Pendant des années, le pays coexista avec deux projets contradictoires, jusqu'à ce que, après des conflits armés et des négociations, Buenos Aires finisse par adhérer à la Confédération en 1860. L'organisation nationale étant en marche, la capitale, les institutions et les lois commencèrent à se consolider. L'État commença à percevoir des recettes, à légiférer et à administrer avec une plus grande prévisibilité. Tout n'était pas encore réglé, mais une étape cruciale avait été franchie. La force ne serait plus le seul instrument de gouvernement. La Constitution de 1853 n'a pas seulement instauré l'ordre dans le présent, elle a ouvert la voie à l'avenir. Elle a permis d'envisager le développement, l'éducation, l'immigration et la croissance économique dans un cadre juridique stable. Le pays était prêt pour une nouvelle ère, marquée par une transformation profonde et rapide. E10, le modèle agro-exportateur et l'Argentine prospère, 1880-1930. L'État désormais organisé et doté d'une constitution, l'Argentine entra dans une période de croissance rapide. À partir de 1880, le pays adopta le modèle agro-exportateur, fondé sur une idée simple mais efficace: produire des denrées alimentaires à grande échelle et les vendre au monde entier. La pampa fertile, l'élevage bovin et les cultures de blé devinrent les fondements d'une prospérité sans précédent. Le port de Buenos Aires était le moteur de cette expansion. De là, viande et céréales étaient expédiées vers l'Europe, et des millions d'immigrants arrivaient en quête de travail et d'un avenir meilleur. Italiens, Espagnols et autres Européens peuplaient les villes et les campagnes, transformant la vie quotidienne, la langue, la cuisine et les coutumes. L'Argentine commença à se percevoir et à être perçue comme une terre d'opportunités. Le gouvernement a encouragé le développement des infrastructures, chemins de fer, ports et abattoirs. Les ranchs se sont agrandis, la production s'est modernisée et le pays s'est intégré au marché mondial. Au début du XXe siècle, l'Argentine figurait parmi les économies les plus dynamiques du monde et affichait un revenu par habitant élevé. Buenos Aires s'est modernisé rapidement et a gagné le surnom de Paris de l'Amérique du Sud. Mais cette prospérité avait un prix et des limites. Ce modèle reposait sur les cours internationaux et concentrait la richesse entre les mains de quelques-uns, notamment autour des terres et du port. Si les élites urbaines et rurales en profitaient, de larges pans de la population, ouvriers et immigrés, étaient confrontés à des conditions de vie difficiles, à de bas salaires et à une faible représentation politique. Les inégalités et l'exclusion ont alimenté les conflits sociaux, grèves, manifestations et revendications pour les droits des travailleurs. Parallèlement, le système politique, dominé par une minorité, a commencé à montrer des signes de tension. Le pays était certes en croissance, mais cette croissance n'était pas équitablement répartie. Le coup de grâce est venu de l'extérieur. La crise mondiale de 1929 a paralysé le commerce international et révélé la fragilité du modèle. Avec l'effondrement des exportations, l'économie s'est contractée et des décennies d'optimisme se sont évanouies. Ainsi prit fin l'ère de l'Argentine prospère et commença une période d'incertitude où le pays allait devoir repenser sa voie économique et politique. 11. La crise de 1930 est le début de l'instabilité politique moderne. L'effondrement du commerce mondial suite à la crise de 1929 a durement frappé l'Argentine. Le pays, qui avait prospéré pendant des décennies grâce à l'exportation de viande et de céréales, s'est soudainement retrouvé dépendant du marché international. Les exportations ont chuté, les recettes publiques ont diminué et le chômage a commencé à se faire sentir dans les rues de Buenos Aires et à l'intérieur du pays.
Dans ce climat d'incertitude, la vie politique se fractura également. En 1930, un coup d'État renversa le président Hipólito Yrigoyen, mettant fin au premier cycle démocratique inauguré par la loi Sáenz Peña. Le général José Félix Uriburu prit le pouvoir et inaugura une période connue sous le nom de décennie infâme. Cette période fut marquée par des fraudes électorales, la persécution des opposants et des accords économiques favorisant les groupes dominants. La démocratie formelle existait, mais elle était dénuée de sens pour une grande partie de la population. Parallèlement, l'État commença à rechercher de nouvelles solutions économiques. Si les marchés mondiaux n'étaient pas porteurs, la production nationale devait devenir la priorité. Ainsi débuta l'industrialisation par substitution aux importations. Les Tenbisu, usines textiles, métallurgiques et agroalimentaires se développèrent pour approvisionner le marché intérieur. Des milliers de personnes quittèrent les campagnes pour les villes, formant une nouvelle classe ouvrière urbaine. L'Argentine amorçait une transformation de son paysage social, malgré une situation politique stagnante. Les tensions s'exacerbaient. D'un côté, une économie en pleine mutation, de l'autre, un système politique qui ne représentait pas ceux qui soutenaient ce changement. Le fossé entre le pouvoir et la société devenait de plus en plus criant. Ce déséquilibre a ouvert la voie à un leadership capable de dialoguer avec les travailleurs, de promettre des droits et de redéfinir les relations entre l'État et le peuple. Le décor était planté pour une figure qui allait façonner l'Argentine du XXe siècle. Le 12, la montée du péronisme et le gouvernement de Juan Domingo Perón. En Argentine, dans les années 1940, le pays avait connu de profondes transformations. L'industrialisation avait engendré une nouvelle classe ouvrière urbaine, mais la politique peinait encore à la représenter. C'est dans ce contexte qu'émergea une figure qui sut saisir l'enjeu historique. Juan Domingo Perón. Perón accéda au pouvoir depuis le secrétariat au travail et à la protection sociale, où il promut des droits des travailleurs sans précédent, salaire minimum, congés payés, retraite et reconnaissance des syndicats. Pour des millions de travailleurs, l'État cessa d'être distant et commença à les écouter. Ce lien direct engendra une loyauté profonde. Le 17 octobre 1945, une foule immense envahit la Plaza de Mayo pour exiger la libération de Perón, arrêté par des groupes craignant son accession au pouvoir. Ce jour marque la naissance du péronisme en tant que mouvement de masse. Peu après, Perón est élu président. Son gouvernement, 1946-1955, a redéfini les relations entre l'État, les travailleurs et l'économie. Les services stratégiques ont été nationalisés, l'industrie encouragée et la consommation intérieure stimulée. À ses côtés, Eva Perón est devenue une figure emblématique. Son engagement social et sa proximité avec les plus vulnérables ont profondément marqué les esprits. Mais le péronisme a aussi suscité des résistances. Le monde des affaires, une partie de l'Église, la presse et l'opposition ont dénoncé l'autoritarisme, la répression de la dissidence et la concentration du pouvoir. La société s'est polarisée. Pour certains, Perón incarnait la justice sociale. Pour d'autres, une menace pour les libertés. Au fil du temps, les tensions économiques et politiques s'exacerbèrent. En 1955, un coup d'État militaire renversa Perón, qui s'exila. Cependant, le mouvement ne disparut pas. Le péronisme fut interdit, mais il perdura dans la conscience populaire, devenant un acteur central de l'histoire argentine ultérieure. Le pays entra ainsi dans une phase d'instabilité récurrente, où les gouvernements civils et militaires alternaient sans que les divisions sous-jacentes ne soient résolues. Si cette histoire vous touche particulièrement, prenez un instant pour partager cette vidéo, laissez un j'aime et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune des histoires que nous avons encore à raconter. Chaque action que vous entreprenez contribue à faire connaître ce récit à un public plus large qui, comme vous, cherche à comprendre le passé pour mieux appréhender le présent.
Votre soutien est essentiel. 13. Coup d'État militaire, violence et dictature 1976-1983, la période la plus sombre. Après la chute de Juan Domingo Perón et des décennies d'instabilité, l'Argentine s'est enlisée dans un cercle vicieux. Gouvernement civil fragile, crises économiques récurrentes et coups d'État militaires qui, tout en promettant l'ordre, ont engendré des divisions encore plus profondes. La violence politique s'est intensifiée dans les années 1960 et 1970, marquée par des affrontements armés, des persécutions et une société de plus en plus polarisée. Le 24 mars 1976, les forces armées s'emparent du pouvoir et lancent le processus de réorganisation nationale. S'ensuit la dictature la plus brutale de l'histoire argentine. Sous prétexte de lutter contre la subversion, le régime instaure une terreur systématique. Enlèvements, tortures, centres de détention clandestins et disparitions forcées. Des milliers de personnes sont arrachées à leur foyer et ne reviennent jamais. Des lieux comme l'ESMA sont devenus des symboles d'horreur. La censure a réduit les voix au silence. La peur a envahi le quotidien et l'économie a été réorientée par des politiques qui ont désindustrialisé et endetté le pays. Le coût humain et social a été dévastateur. Au cœur des ténèbres, des actes de courage ont émergé. Les maires de la place de Mai ont entamé une marche silencieuse, exigeant de savoir où se trouvaient leurs enfants. Leur persévérance a maintenu le souvenir vivant alors que tout semblait perdu. La défaite militaire lors de la guerre des Malouines, 1982, a affaibli le régime et précipité sa chute. Une société exténuée réclamait des élections. En 1983, l'Argentine renouait avec la démocratie grâce à l'élection de Raúl Alfonsín. Le pays se réveillait d'un cauchemar, profondément marqué par la guerre, et exigeait vérité et justice. Cette période a été marquée par une leçon douloureuse. Sans institutions fortes et sans respect des droits humains, le pouvoir devient destruction. La démocratie est revenue, mais le défi ne faisait que commencer. 14. Le retour de la démocratie et les défis économiques, 1983-2001. Avec le rétablissement de la démocratie en 1983, l'Argentine poussa un soupir de soulagement. L'investiture de Raúl Alfonsín symbolisait le retour des libertés, notamment la liberté d'expression et le droit de vote. L'une de ses premières mesures fut de faire face au passé. Il lança le procès des juntes et créa la CONADEP, Commission nationale sur les disparitions de personnes, dont le rapport « Nunca más », plus jamais ça, documenta les horreurs subies. Ce fut une tentative courageuse de rétablir la vérité et la justice dans une nation meurtrie. Mais gouverner en démocratie n'était pas chose aisée. L'économie était plombée par la dette extérieure, une forte inflation et une structure productive affaiblie. Alfonsín s'efforça de stabiliser la situation par des plans économiques et des accords sociaux, mais les pressions internes et externes étaient considérables. L'hyperinflation de la fin des années 1980 ruina les finances et la confiance de la population, le contraignant à céder le pouvoir prématurément. En 1989, Carlos Menem accède au pouvoir et transforme l'économie. Son gouvernement met en œuvre des réformes de marché, privatisation, libéralisation des échanges et convertibilité du peso, indexé sur le dollar. Dans un premier temps, l'inflation recule et la consommation augmente. Ce sentiment de stabilité redonne un sentiment de prévisibilité au quotidien. Cependant, ce modèle avait des coûts cachés. L'industrie a perdu en compétitivité, le chômage a augmenté et la dépendance à l'égard de la dette s'est accentuée. À la fin des années 1990, l'économie a stagné et les inégalités se sont creusées. La promesse de stabilité a commencé à s'effriter. Le point culminant fut atteint en 2001. La conjugaison de la récession, d'une dette insoutenable et de la méfiance engendra une crise profonde. Gel des dépôts, bancaires, manifestations de masse et succession de présidents en quelques jours. Dans les rues résonnait un cri unanime :
Dehors! C'était le moment le plus critique depuis le retour de la démocratie. Malgré tout, la démocratie a perduré. À travers les épreuves et les leçons apprises, la société a réaffirmé que les changements devaient s'opérer au sein du système et non de l'extérieur. De cette crise allait naître une nouvelle ère, avec des objectifs différents et une reconstruction lente mais constante. Et 15. L'Argentine contemporaine, identité, crise et résilience. Après la crise de 2001, l'Argentine aborda le XXIe siècle avec un mélange de lassitude et d'espoir. L'effondrement avait été profond, mais il avait aussi laissé une certitude partagée. Le pays n'était pas prêt à capituler. Dès lors commencèrent des années de reconstruction, marquées par des transformations économiques, des débats intenses et une société soucieuse de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Les gouvernements suivants s'efforcèrent de relancer la croissance, de consolider le marché intérieur et de restructurer le tissu social. Des périodes d'expansion et de répit succédèrent à de nouvelles difficultés, inflation persistante, pression budgétaire, endettement croissant et troubles politiques incessants. L'économie devint un sujet de conversation quotidien, présent à chaque repas de famille et dans chaque discussion. Malgré des crises récurrentes, l'Argentine a fait preuve d'une résilience remarquable. La démocratie est restée forte, les droits humains sont demeurés un pilier fondamental et le souvenir du passé a fait obstacle aux solutions autoritaires. La société a appris à revendiquer, à débattre et à participer, même dans la désillusion. L'identité argentine s'exprime à travers sa culture vivante. Musique, tango, football, littérature et humour comme forme de résistance. Dans les rues de Buenos Aires et dans chaque province, de profondes contradictions coexistent. Créativité et frustration, solidarité et conflit, fierté et autocritique. Aujourd'hui, l'Argentine poursuit sa quête de stabilité et de repères, consciente de son histoire. Ce n'est pas un pays défini uniquement par ses crises, mais par sa capacité à se relever. Chaque génération hérite de défis, mais aussi d'un enseignement essentiel. L'avenir ne se construit pas en oubliant le passé, mais en le comprenant. Ainsi s'achève ce voyage à travers l'histoire complète de l'Argentine. Une histoire de lutte, d'erreurs et de triomphes, marquée par de dures chutes et des relèvements tenaces. Car s'il y a bien une chose qui caractérise ce pays, ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la détermination à toujours aller de l'avant. L'histoire de l'Argentine n'est ni linéaire ni facile. Elle est marquée par des triomphes et des défaites, par des moments d'espoir profonds et des crises qui ont laissé des cicatrices indélébiles. C'est l'histoire d'un peuple qui est tombé à maintes reprises, mais qui n'a jamais renoncé à se relever. C'est peut-être pour cela que cette histoire nous touche autant, car elle évoque la douleur de la perte, la lassitude de répéter les mêmes erreurs, mais aussi quelque chose de plus fort, la décision de persévérer même quand tout semble perdu. Comprendre le passé de l'Argentine n'efface pas les blessures, mais apporte une réponse essentielle. Seul le souvenir, le dialogue et l'apprentissage permettent de bâtir un avenir différent. La solution ne réside pas dans l'oubli, mais dans la compréhension du passé, afin de ne pas le répéter. L'Argentine continue de chercher sa voie, comme elle l'a toujours fait, et son histoire nous rappelle que, même en pleine crise, la résilience et l'identité demeurent ses plus grandes forces. Avant de partir, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et quel aspect de l'histoire argentine vous a le plus marqué. Votre avis est très important et permet à ce contenu de toucher un public plus large. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Ce simple geste contribue à soutenir la diffusion et la découverte d'autres histoires comme celle-ci, racontées par celles et ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre notre passé.